Un président est capturé et le monde retient son souffle. À Caracas, l'épisode provoque une onde de choc mondiale et se présente comme un message politique. Défier Washington, c'est risquer l'isolement, la pression, puis l'asphyxie, avec un effet domino qui dépasse la seule diplomatie. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré interroge ce que cette démonstration révèle de l'Empire américain, et pourquoi les nations du Sud ne peuvent plus rester passives devant les sanctions et les menaces. Si le PIB chute de 60% et l'inflation dépasse 2000% par an, qui encaisse la facture? Ce qui suit ne cherche pas à trancher un camp, mais à éclairer des mécanismes. L'objectif est simple: comprendre comment un acte présenté comme ponctuel s'inscrit dans une logique de pression durable, et pourquoi ces effets dépassent largement le pays ciblé. En filigrane, il s'agit d'examiner ce que cette séquence révèle sur l'usage contemporain des sanctions, de l'isolement diplomatique et de la démonstration de force comme outil politique. Le bénéfice pour le lecteur est clair en une phrase: distinguer le symbole de ses conséquences concrètes. L'enjeu, lui, est plus large. Pour les gouvernements, il touche à la marge de manœuvre stratégique. Pour les entreprises, il concerne la stabilité des échanges et l'accès au marché. Pour les citoyens, il se traduit par des prix, des pénuries et des choix contraints. En arrière-plan, des voix critiques, dont celle d'Ibrahim Traoré dans d'autres contextes, soulignent que ces méthodes redessinent l'équilibre mondial et accélèrent des recompositions déjà en cours. La question n'est donc pas seulement ce qui s'est passé, mais ce que cela autorise désormais. Le choc ne tient pas seulement à l'arrestation, mais à ses chiffres. En 6 ans, le PIB du Venezuela a reculé d'environ 60%, tandis que l'inflation a franchi des seuils annuels supérieurs à 2000%. Ces données résument un basculement. Une action présentée comme ciblée produit des effets systémiques bien au-delà de l'événement initial. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré observe que l'épisode agit comme un test grandeur nature de la capacité de pression américaine et de la tolérance du reste du monde à ce type de démonstration. Pour comprendre, il faut replacer l'incident dans une trajectoire longue. Depuis des décennies, Washington combine instruments militaires, sanctions financières et leviers diplomatiques pour contraindre des gouvernements jugés non conformes. L'Irak, la Libye et l'Afghanistan sont régulièrement cités comme précédents où la rhétorique de la démocratie a accompagné des interventions aux conséquences durables. La capture de Maduro s'inscrit dans cette continuité, mais avec une différence notable. Elle intervient dans un environnement international plus fragmenté, où les alternatives existent. Le mini-révélateur se situe là. Les sanctions ne se limitent plus à punir un régime, elles redessinent des flux économiques et politiques. Les restrictions financières réduisent l'accès aux importations, y compris médicales, et accentuent dans les pénuries. En réaction, des pays sanctionnés cherchent des voies de contournement, renforçant leurs liens avec des partenaires non occidentaux. Ibrahim Traoré souligne que ce mouvement n'est pas marginal. Il touche l'Afrique et l'Amérique latine, deux régions historiquement exposées à ces pressions. Dans ce contexte, la scène internationale réagit de manière contrastée. Certaines capitales dénoncent une violation de la souveraineté, d'autres se taisent par crainte de représailles économiques. Ce silence n'est pas neutre. Il révèle un calcul coût-bénéfice permanent où la dépendance financière pèse sur les positions diplomatiques. Pourtant, la multiplication des alliances alternatives suggère une dynamique inverse. La recherche d'autonomie devient un objectif partagé. La question ouverte est alors précise. Ce basculement marque-t-il une exception liée au Venezuela ou un précédent qui reconfigure durablement l'équilibre mondial observé par Ibrahim Traoré et d'autres leaders du Sud? Pour mesurer les effets concrets, il faut quitter le sommet des États et descendre d'un cran. Le premier impact se lit dans la vie quotidienne, là où les décisions géopolitiques deviennent des contraintes tangibles. Au Venezuela, des témoignages relayés par des observateurs indépendants décrivent un même schéma. Accès réduit aux biens importés, perturbation des chaînes logistiques, incertitude permanente pour les acteurs économiques locaux. Ce sont des effets précoces, visibles, bien avant toute recomposition diplomatique formelle. Un cas revient souvent dans les analyses, les restrictions financières compliquent les paiements internationaux, ce qui ralentit l'arrivée de médicaments et de pièces détachées essentielles.
Les hôpitaux doivent improviser, les entreprises réduire ou suspendre certaines activités. Cette situation ne résulte pas d'une décision interne isolée, mais d'un environnement extérieur devenu hostile. Le coup se diffuse alors rapidement du secteur productif vers les ménages. Dans les pays observateurs, notamment en Afrique et en Amérique latine, ces signaux sont scrutés avec attention. Ils servent d'avertissement. Les gouvernements évaluent leur propre exposition aux sanctions, tandis que les entreprises mesurent les risques liés à une dépendance excessive à un seul système financier. Ce regard comparatif alimente une réflexion stratégique plus large sur la diversification des partenariats et la résilience économique. L'impact précoce n'est donc pas seulement économique, il est cognitif. Il modifie la manière dont les acteurs anticipent leurs choix futurs et redéfinit ce qui est perçu comme acceptable ou risqué dans l'ordre international actuel. En quelques 2 mois, un événement présenté comme ponctuel devient une référence implicite dans les calculs politiques et économiques. Le point clé est simple. Un signal suffit parfois à changer des trajectoires entières. Avant l'arrestation, le Venezuela vivait déjà sous un régime de sanctions sévères, mais relativement stabilisé. Les mécanismes de contournement étaient connus, les partenaires identifiés, et l'équilibre, bien que fragile, semblait tenir. Après l'événement, la dynamique change brutalement. Le signal envoyé ne concerne plus seulement Caracas, il s'adresse à tous ceux qui observent la scène internationale. La capture agit comme un accélérateur, transformant une pression chronique en crise aiguë. C'est dans ce basculement que se situe le premier tournant. La phase d'activation est rapide, les sanctions sont durcies, les menaces d'extension financière circulent, et les marchés réagissent par une montée immédiate de l'incertitude. Les flux commerciaux se contractent, les assureurs augmentent leurs primes et les banques renforcent leur contrôle. Chaque acteur, isolément, agit par prudence. Collectivement, ces décisions créent un effet de verrouillage. Les importations deviennent plus coûteuses, les délais s'allongent et la marge de manœuvre du gouvernement se réduit. L'événement initial cesse alors d'être un fait politique pour devenir un paramètre économique structurant. Le climax se joue sur le terrain diplomatique. Les réactions internationales révèlent une fracture nette. Certains États dénoncent une atteinte à la souveraineté et expriment leur solidarité. D'autres choisissent la réserve, non par adhésion, mais par crainte de représailles. Ce silence stratégique est lourd de sens. Il montre à quel point la dépendance aux circuits financiers dominants influence les prises de position. Ibrahim Traoré, dans ses lectures critiques de ce type de séquence, souligne que cette hésitation collective est précisément l'objectif recherché. Installer la peur comme variable de régulation. À mesure que la tension monte, une contre-dynamique apparaît. Des pays sanctionnés ou menacés intensifient leur contact avec des puissances alternatives. Des discussions s'ouvrent sur des paiements en monnaie locale, des accords bilatéraux énergétiques ou des investissements en infrastructures. Ce mouvement n'est pas immédiat, mais il est progressif et cumulatif. Chaque accord réduit marginalement l'efficacité des sanctions tout en renforçant des réseaux parallèles. Ce sont les premières répliques d'un séisme plus large. Les répercussions sociales deviennent alors visibles. La hausse des prix des biens de première nécessité, la fragilisation des services publics et l'augmentation des inégalités alimentent un mécontentement interne. Pourtant, ce mécontentement ne se traduit pas automatiquement par un affaiblissement du pouvoir en place. Dans certains cas, la pression extérieure renforce la cohésion nationale et la solidarité populaire. L'histoire récente du Venezuela illustre ce paradoxe, souvent mis en avant par Ibrahim Traoré pour critiquer l'efficacité réelle des sanctions. La phase de réplique s'étend au-delà du pays ciblé. En Afrique et en Amérique latine, l'épisode est analysé comme un précédent. Les gouvernements ajustent leur stratégie, les entreprises revoient leur chaîne d'approvisionnement et les opinions publiques intègrent un nouveau paramètre dans leur lecture du monde. Ce qui semblait être une démonstration de force ponctuelle devient un cas d'école. En résumé, la séquence suit une logique claire, un choc initial, une montée en tension, puis une recomposition durable. Avant les sanctions renforcées, l'économie vénézuélienne disposait encore de marges limitées mais fonctionnelles. Après, les indicateurs basculent nettement.
Le passage du niveau de référence à l'écart permet de mesurer l'effet réel des politiques de pression au-delà des intentions affichées. 3 chiffres, souvent cités par les observateurs internationaux, structurent cette lecture et servent de point d'ancrage pour comprendre les conséquences concrètes. Premier repère, le produit intérieur brut. Entre 2014 et 2020, le PIB du Venezuela recule d'environ 60%. Cela signifie une contraction massive de la production, des revenus et des capacités publiques. Cette chute n'est pas un simple ralentissement cyclique, elle correspond à une perte durable de valeur ajoutée qui réduit la capacité de l'État à financer services sociaux, infrastructures et importations essentielles. Dans un pays fortement dépendant de l'extérieur, l'effet est immédiat sur l'ensemble de la société. Deuxième repère, l'inflation. Sur certaines périodes, elle dépasse 2000% par an. Les prix explosent, l'épargne disparaît et les salaires réels s'effondrent rapidement. Cette dynamique érode la confiance dans la monnaie, complique toute planification économique et pousse les ménages vers des stratégies de survie. Les entreprises, quant à elles, peinent à fixer des prix, à investir ou même à maintenir leurs activités courantes. L'inflation devient alors un vecteur de désorganisation systémique. Troisième repère, la pauvreté. Les estimations disponibles indiquent que plus de 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. La majorité des ménages fait face à des pénuries alimentaires et sanitaires persistantes. Ce chiffre dépasse la simple statistique sociale. Il reflète une dégradation généralisée des conditions de vie et met en lumière l'écart entre les objectifs politiques des sanctions et leurs effets humanitaires. Les populations les plus vulnérables supportent l'essentiel du coût. Ces données ne peuvent être isolées de leur contexte. Les sanctions financières limitent l'accès aux devises, réduisent les importations de médicaments et compliquent les transactions internationales. Selon des estimations relayées par des agences onusiennes, des dizaines de milliers de décès auraient été liés, directement ou indirectement, au manque de soins médicaux durant certaines années. La pression économique se traduit ainsi par une crise sanitaire évitable. À l'échelle internationale, l'effet n'est pas nul. Des analyses montrent que 47 pays en développement ont accru leurs investissements en infrastructures en provenance de la Chine au cours de la dernière décennie. Les capitaux se redirigent vers des partenaires alternatifs, réduisant l'influence occidentale. Ce mouvement suggère que la contrainte produit aussi une adaptation stratégique, parfois contraire aux objectifs initiaux. Dans ses prises de parole, Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Les chiffres révèlent une réalité que la rhétorique masque. Il montre que la sanction n'est pas une mesure abstraite, mais un mécanisme qui reconfigure des économies entières et accélère la recherche d'autonomie. La question centrale devient alors pragmatique. À partir de quel seuil l'écart créé par la pression cesse-t-il d'être dissuasif et devient-il contre-productif ? Les partisans des sanctions avancent d'abord un argument de principe. Selon eux, ces mesures constituent un outil non militaire pour défendre l'ordre international, sanctionner des régimes jugés autoritaires et signaler des lignes rouges sans recourir à la guerre. Dans cette logique, la pression économique serait un moindre mal censé inciter les dirigeants ciblés à modifier leur comportement sous l'effet du mécontentement interne. L'objectif affiché est la dissuasion, présentée comme plus rationnelle et moins coûteuse qu'une intervention armée directe. Un second argument repose sur l'efficacité supposée à long terme. Les défenseurs des sanctions estiment que, même si les effets humanitaires sont sévèrement à court terme, la contrainte économique finirait par affaiblir les élites au pouvoir. L'isolement financier limiterait leur capacité à gouverner, réduirait leurs ressources et ouvrirait la voie à des changements politiques internes. Cette vision postule que la population, confrontée à la détérioration de ses conditions de vie, exercerait une pression décisive sur ses dirigeants. Ces arguments méritent d'être examinés sérieusement car ils structurent une grande partie du discours officiel. Pourtant, les données issues du cas vénézuélien en révèlent les limites. D'abord, les chiffres montrent que l'impact des sanctions touche principalement les ménages ordinaires plutôt que les cercles dirigeants. La contraction du PIB, l'hyperinflation et l'explosion de la pauvreté affaiblissent la société dans son ensemble, sans nécessairement provoquer de rupture politique. L'hypothèse d'un soulèvement mécanique induit par la pression économique apparaît ainsi fragile.
Ensuite, l'expérience récente suggère un effet paradoxal. Face à une pression extérieure perçue comme injuste, une partie de la population se rallie au pouvoir en place par réflexe de défense nationale. Cette dynamique de cohésion, observée dans plusieurs contextes, réduit l'efficacité politique des sanctions. Elle transforme un outil de dissuasion en facteur de consolidation interne, contredisant l'objectif initial. Enfin, les faits indiquent une adaptation stratégique des États visés. La recherche de partenaires alternatifs, la diversification des échanges et l'émergence de circuits de financiers parallèles atténuent progressivement l'impact des sanctions. À mesure que ces mécanismes se renforcent, la capacité de pression diminue, tandis que l'ordre international devient plus fragmenté. Les sanctions cessent alors d'être un levier universel et deviennent un facteur de recomposition géopolitique. La réponse factuelle est donc nuancée. Si les sanctions peuvent signaler une position politique, leur efficacité structurelle est loin d'être garantie. Elles produisent en fait des coûts humains élevés et des effets systémiques qui dépassent largement leur cible initiale. La question demeure ouverte. Un instrument qui fragilise des sociétés entières peut-il réellement stabiliser l'ordre qu'il prétend défendre ? Ce point médian ne concerne pas un nouvel événement, mais un changement de cadrage. Jusqu'ici, la démonstration de force semblait unilatérale. Un centre de pouvoir impose, les autres subissent. Or, à mesure que les réactions s'additionnent, une autre lecture s'impose. Les sanctions et arrestations spectaculaires cessent d'être seulement des instruments de dissuasion. Elles deviennent des signaux révélateurs d'une inquiétude stratégique. L'usage répété de ces leviers suggère une difficulté croissante à convaincre autrement. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré souligne que la multiplication des mesures coercitives n'est pas un signe de confiance, mais d'anticipation défensive. Plus la pression est visible, plus elle expose ses propres limites. Les pays observateurs comprennent alors que l'arme principale repose sur la peur de l'isolement financier. Une fois ce mécanisme identifié, il peut être contourné progressivement par la diversification des alliances et des circuits économiques. Ce pivot modifie la lecture des événements précédents. L'arrestation n'apparaît plus seulement comme une sanction exemplaire, mais comme une tentative de restaurer une crédibilité érodée. La réaction collective, même fragmentée, révèle que l'ordre international n'est plus figé. Les calculs changent, les risques sont redéfinis et les options alternatives gagnent en légitimité. Le cœur de cette révélation est simple. La contrainte fonctionne tant qu'elle reste incontestée. Dès qu'elle est perçue comme systématique et prévisible, elle perd une partie de son effet. À partir de là, les décisions des États ne se fondent plus uniquement sur la crainte immédiate, mais sur une évaluation de long terme de leur autonomie. Pour les États, l'épisode sert de test de résistance. Les gouvernements évaluent leur exposition aux sanctions secondaires, réexaminent leurs réserves de change et accélèrent des discussions sur des mécanismes de paiement alternatifs. La coordination régionale progresse par petites touches, souvent discrètes, afin de réduire la vulnérabilité aux circuits dominants. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré insiste sur un point récurrent. La souveraineté ne se proclame pas, elle se construit par des choix techniques et institutionnels cumulés. L'effet immédiat est une diplomatie plus prudente, mais aussi plus inventive, cherchant des marges d'autonomie sans rupture frontale. Pour les entreprises, les conséquences sont opérationnelles. Les chaînes d'approvisionnement sont réévaluées, les contrats redéfinis et les risques pays recalculés. Les assureurs et les banques renforcent leurs exigences, ce qui renchérit le coût du capital et ralentit l'investissement. Certaines firmes se retirent, d'autres s'adaptent en diversifiant fournisseurs et devises. À moyen terme, cette réorganisation pèse sur la productivité et la compétitivité, mais elle favorise aussi l'émergence de réseaux régionaux moins dépendants d'un centre unique. Le signal est clair, la conformité devient une variable stratégique au même titre que le prix ou la qualité. Pour les citoyens, l'impact est le plus tangible. La hausse des prix des biens essentiels, les pénuries intermittentes et la dégradation des services publics modifient les comportements quotidiens. Les ménages réduisent leurs dépenses, développent des solidarités informelles et cherchent des revenus complémentaires.
Cette adaptation a un coût social élevé, notamment pour les populations vulnérables. Les chiffres de pauvreté et d'insécurité alimentaire traduisent une pression continue qui transforme un débat géopolitique abstrait en expérience vécue. Ibrahim Traoré rappelle que cette dimension humaine est souvent reléguée au second plan, alors qu'elle conditionne la stabilité à long terme. Pour les régions, enfin, les effets s'additionnent. En Afrique et en Amérique latine, l'épisode renforce une prise de conscience partagée. Les pays observent des trajectoires similaires et identifient des intérêts convergents. Des forums multilatéraux gagnent en importance, et des partenariats sud-sud se multiplient, parfois modestes mais symboliquement forts. Cette dynamique ne supprime pas les asymétries de pouvoir, mais elle en atténue certaines. Le paysage régional devient plus fragmenté, mais aussi plus flexible, offrant des options là où il n'y en avait que peu. Pris ensemble, ces 4 niveaux dessinent une conséquence centrale. La pression ne produit pas uniquement de la soumission ou de la résistance, elle reconfigure les comportements. Les États calculent différemment, les entreprises arbitrent autrement, les citoyens s'adaptent et les régions réévaluent leurs alliances. La question qui s'impose est alors pragmatique. Cette reconfiguration graduelle est-elle en train de normaliser un nouvel équilibre ou prépare-t-elle des tensions plus profondes à venir ? Commençons par un scénario de base. Les sanctions se maintiennent sans rupture majeure et la pression reste élevée mais gérable. Le Venezuela continue de fonctionner sous contrainte, en s'appuyant sur des soutiens extérieurs limités et des mécanismes de contournement partiel. Les États-Unis conservent une influence significative, mais doivent composer avec une contestation diplomatique plus visible dans certaines enceintes internationales. L'économie demeure fragile, la population s'adapte et l'équilibre se prolonge sans résolution claire. Ce scénario prolonge l'incertitude et fige les positions sans gagnant net. Ensuite, envisageons un scénario optimiste. Une dynamique multipolaire s'affirme plus nettement. Les pays du Sud coordonnent davantage leurs positions, diversifient leurs échanges et réduisent progressivement leur dépendance aux circuits dominants. Des accords commerciaux régionaux et des partenariats énergétiques ou financiers alternatifs se renforcent. Dans ce contexte, la pression perd de son efficacité symbolique, car les options de repli deviennent crédibles. Les grandes puissances sont incitées à ajuster leurs méthodes, en privilégiant la négociation à la coercition. La situation reste tendue, mais elle ouvre la voie à une recomposition plus inclusive de l'ordre international. Enfin, considérons un scénario pessimiste. L'escalade s'intensifie. Les sanctions se durcissent, les sanctions secondaires se multiplient et les marges de manœuvre économiques se réduisent encore. Les tensions internes augmentent, tandis que les rivalités géopolitiques se traduisent par des démonstrations de force accrues. Les régions périphériques subissent des effets de contagion, instabilité financière, volatilité des prix, pression politique. Dans ce cas, la contrainte alimente des risques systémiques et accroît la probabilité de confrontation indirecte, voire d'incidents plus graves. Ces 3 trajectoires ne sont pas exclusives. Des éléments de chacune peuvent coexister selon les régions et les acteurs. L'enseignement clé est méthodologique. Il faut penser en termes de conditions plutôt que de certitudes. Si les alternatives économiques se consolident, la pression perdra de son impact. Si elles échouent, la contrainte restera centrale. L'enjeu pour les décideurs est donc moins de prédire que de préparer des options en évaluant les coûts humains, économiques et politiques de chaque voie. Pour un premier groupe de lecteurs, ceux qui suivent l'actualité internationale de près, l'enjeu est analytique. Comprendre ces mécanismes permet de lire les événements au-delà des annonces officielles et des récits simplifiés. Il s'agit d'identifier les chaînes cause-effet, de repérer les signaux faibles et de distinguer ce qui relève du symbole de ce qui produit des conséquences durables. Cette grille de lecture aide à ne pas confondre intensité médiatique et impact réel. Un second groupe est concerné de manière plus pratique. Entrepreneurs, cadres ou acteurs associatifs évoluant dans des environnements exposés aux risques géopolitiques voient leurs décisions influencées par ce type de séquence. Anticiper des ruptures d'approvisionnement,
diversifier des partenaires ou intégrer le risque politique dans une stratégie devient une compétence clé. Même à petite échelle, la capacité à envisager plusieurs scénarios renforce la résilience face à des chocs externes. Un troisième groupe, plus large, regroupe les citoyens qui ressentent indirectement ces dynamiques. Les fluctuations des prix de l'énergie, des denrées alimentaires ou des matières premières sont souvent liées à des tensions lointaines. Prendre conscience de ces liens n'apporte pas de solution immédiate, mais permet de contextualiser des difficultés quotidiennes et d'éviter des explications trop réductrices. Cela ouvre aussi la voie à des discussions plus informées sur les choix collectifs et les priorités publiques. 2 gestes simples peuvent déjà être utiles. D'abord, multiplier les sources d'informations pour comparer les récits et repérer les angles morts. Ensuite, s'entraîner à poser la question du « qui supporte le coup » face à chaque décision internationale annoncée. Ces réflexes n'exigent ni expertise technique, ni engagement partisan, mais ils affinent le jugement. Au fond, cette partie invite à une posture, rester attentif sans céder au fatalisme. Les dynamiques géopolitiques semblent lointaines. Pourtant, elles façonnent des réalités concrètes. La question devient alors personnelle et collective. Comment transformer une meilleure compréhension en choix plus lucides au quotidien ? Transformer une prise de conscience en action suppose une méthode. Une feuille de route réaliste ne promet pas une rupture immédiate, mais une accumulation de décisions cohérentes. Première étape, renforcer les cadres régionaux. Les étapes à concerner peuvent approfondir des alliances commerciales et financières existantes afin de mutualiser les risques, des mécanismes de compensation régionale et des accords de paiement en monnaie locale réduisent progressivement l'exposition aux sanctions secondaires. Cette étape repose sur une coordination politique soutenue et des échéances claires. Deuxième étape, diversifier les partenariats économiques. Il s'agit d'élargir l'éventail des fournisseurs, des marchés et des investisseurs, sans substituer une dépendance à une autre. Des accords ciblés dans l'énergie, l'agriculture ou les infrastructures offrent des gains concrets à court terme. Les indicateurs de suivi sont simples, par des échanges hors circuit dominants et stabilité des flux essentiels. Troisième étape, sécuriser les secteurs vitaux. La santé, l'alimentation et l'énergie doivent être traités comme des priorités stratégiques. Des stocks régionaux, des chaînes logistiques redondantes et des capacités de production locales atténuent l'impact des chocs externes. Les résultats se mesurent par la continuité des services et la maîtrise des prix de base. Quatrième étape, investir dans le capital humain et institutionnel. L'éducation économique, la formation diplomatique et la transparence des décisions renforcent la crédibilité des politiques publiques. Ibrahim Traoré souligne souvent que la souveraineté durable repose sur des institutions capables d'apprendre et d'ajuster leurs choix. Les indicateurs portent ici sur la qualité de la gouvernance et la confiance des citoyens. Enfin, évaluer et ajuster. Chaque mesure doit être suivie, corrigée et communiquée. Le calendrier importe autant que la clarté des responsabilités. Qui fait quoi, quand et selon quels critères. Cette approche graduelle n'élimine pas les pressions, mais elle en réduit l'effet cumulatif et accroît la marge de manœuvre collective. Le fil narratif ramène à une image simple, celle d'un signal observé, interprété, puis intégré dans des choix durables. Ce qui a commencé comme un événement spectaculaire devient, avec le temps, un repère silencieux dans les décisions politiques et économiques. Les acteurs n'agissent plus seulement en réaction, mais à partir d'une mémoire collective façonnée par des précédents récents. C'est là que le motif initial reprend tout son sens. Dans ce paysage, la voix d'Ibrahim Traoré réapparaît comme un rappel constant. Non pas celle d'un commentateur isolé, mais d'un symbole d'une génération qui lit ces événements à travers le prisme de l'autonomie et de la dignité. Son discours ne se limite pas à dénoncer. Il invite à relier des faits dispersés pour en tirer une leçon stratégique. Le Venezuela, l'Afrique et l'Amérique latine deviennent ainsi des miroirs d'une même dynamique, où la contrainte extérieure accélère une réflexion interne. L'émotion ne vient pas de l'indignation brute, mais de la lucidité. Comprendre que des choix imposés de l'extérieur produisent des coûts humains durables crée un décalage.
Ce décalage nourrit une détermination nouvelle, moins spectaculaire, mais plus persistante. Les peuples concernés n'idéalisent pas la résistance, ils en mesurent le prix et cherchent à le réduire par l'unité et l'anticipation. La phrase qui s'impose alors est courte et volontaire. La souveraineté se construit dans la durée. Elle ne dépend ni d'un événement unique, ni d'un leader seul, mais d'une continuité de décisions alignées. C'est ce rappel discret mais ferme qui relie chaque partie de cette analyse et prépare la dernière étape. À ce stade, l'enjeu n'est plus de désigner un camp, mais d'élargir le cadre de réflexion. Les événements analysés montrent que l'ordre international n'est ni figé ni purement théorique. Il se façonne par des décisions répétées, des réactions en chaîne et des ajustements parfois discrets, parfois visibles. Dans ce mouvement, chaque acteur, État, entreprise ou citoyen, détient une part limitée mais réelle de responsabilité dans la manière dont il interprète et relaie ces dynamiques. L'appel ici se veut mesuré. Continuer à s'informer, comparer les récits et replacer les chiffres dans leur contexte permet de réduire la polarisation et d'enrichir le débat public. Les discussions gagnent en qualité lorsqu'elles intègrent les coûts humains, les contraintes économiques et les alternatives possibles, plutôt que de s'arrêter au symbole. Cette posture favorise un dialogue plus exigeant, capable de dépasser les réactions immédiates. Dans cet esprit, des voix comme celle d'Ibrahim Traoré rappellent que la souveraineté et la coopération ne sont pas incompatibles, mais interdépendantes. La question finale reste ouverte et volontairement large. Comment chacun peut-il contribuer, à son échelle, à une lecture plus lucide et plus responsable des rapports de force mondiaux,